Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce jeudi 20 mars. Voici les titres que nous allons développer. Nous irons à Nantes où avait lieu ce jeudi une session du Conseil régional. Parmi les dossiers abordés, la mise en place d'un accélérateur foncier, mais aussi d'une stratégie pour l'élevage en Pays de la Loire. Nouvel épisode de notre série consacrée au recyclage. Nous vous ferons découvrir l'atelier des recycleurs fous aux Herbiers, une structure spécialisée dans le traitement des matières plastiques. Et puis le festival acoustique débute ce jeudi soir au Poiré-sur-Vie. Pour fêter ses 15 ans, l'événement musical propose cette année une soirée supplémentaire. Les élus régionaux étaient donc réunis ce jeudi à Nantes pour la première session de l'année du Conseil régional des Pays de la Loire. Plusieurs dossiers ont été soumis à des débats, l'expérimentation d'un centre médical mobile, de nouveaux outils de développement économique, mais aussi la mise en place d'un accélérateur foncier afin de faciliter l'installation de nouvelles entreprises. Sur ce point, la délibération est remise en cause par l'opposition qui souhaite plus de précision sur la protection de l'environnement encadrée par la loi ZAN. Autre thème abordé, l'élevage avec une stratégie régionale et notamment un projet de téléconsultation. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une pensée un peu globale sur cet enjeu du développement des entreprises et pas simplement l'idée d'accélérer, mais d'accompagner bien avec des garanties environnementales, prendre en compte les enjeux économiques, mais avoir un véritable accompagnement de la part de la collectivité et pas juste vouloir accélérer et consommer du foncier quand on sait qu'on doit le préserver pour faire face aux aléas climatiques, pour faire face au réchauffement climatique. On va créer un démonstrateur autour de la télémédecine animale. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de développer au niveau d'un territoire avec un vétérinaire et les éleveurs pour voir comment, à distance, on peut ausculter un animal avec un portable et voir après si on peut démultiplier ça pour aider aussi les éleveurs à soigner leurs animaux. Maîtriser les bases des réseaux sociaux, booster sa visibilité en ligne ou encore gérer ses avis clients. Voici quelques-uns des thèmes développés dans des ateliers destinés aux entreprises du pays de Chantonnay. La communauté de communes, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, souhaite accompagner les entreprises et en particulier les commerçants dans leur transition numérique. 5 sessions rassemblant à chaque fois 12 participants sont organisées. On accompagne ces commerçants, artisans plutôt sur des ateliers avec des formatrices qui sont de la CCI. Là, on est plutôt sur la digitalisation, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment faire des capsules ou des vidéos. Même si, encore une fois, tout le monde pratique les réseaux sociaux, mais faire du réseau social en direction de son activité, c'est plus compliqué. Parce que moi, je pense que demain, le commerce ne sera pas uniquement physique, mais il doit être digital et ce travail va permettre de pouvoir de donner les outils aux commerçants pour communiquer différemment. Des élèves en classe de terminale au lycée Nature de La Roche-sur-Yon ont participé au début du mois de février à un voyage marquant. Ils se sont rendus pendant 3 jours en Pologne pour découvrir le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, mais aussi le ghetto de Cracovie ou encore le musée de l'usine Oskar Schindler. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de l'association André Maginot, du Souvenir français et de l'UNC de La Roche-sur-Yon. Il s'inscrit dans le cadre d'un cycle mémoriel initié l'an dernier en lien avec le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Aller à Auschwitz-Birkenau, c'est la leçon d'histoire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de commentaires. Le simple fait de pénétrer dans l'enceinte d'Auschwitz-Birkenau, on est saisi par l'émotion et on comprend l'horreur qui a pu se passer donc dans ce camp. Et à travers ce voyage, c'est de faire aussi des lycéens, de futurs citoyens donc avertis, qui soient donc bien conscients de toutes ces problématiques. C'est quand vraiment on a vu l'état les cartables, enfin les valises, les cheveux, les lunettes, que là on se rend compte de ce qui s'est passé. On a croisé un groupe de jeunes juives françaises et elles ont chanté et nous on était à quelques mètres d'elles. On a écouté leur chant et c'était très émouvant de voir ça. En disant c'était à 80 ans il s'est passé ça et de voir ces jeunes juives chanter et avec cette vie c'est très touchant.
À l'occasion de la Journée mondiale du recyclage qui avait lieu ce mardi, on poursuit notre série de reportages consacrés à ce sujet. On prend cette fois la direction des Herbiers pour une visite de l'atelier des recycleurs fous. Installé depuis l'année dernière, il emploie 4 salariés et se concentre sur le traitement du plastique en favorisant le recyclage de cette matière plutôt que son enfouissement. Cet atelier fabrique également des machines de recyclage et propose des opérations de sensibilisation. Reportage Grégoire de Châtillon. Vous êtes ici chez les recycleurs fous. Sous ce toit se cache une entreprise et une association. La première conçoit et fabrique des machines pour recycler le plastique. L'association, elle, recycle le plastique et sensibilise le public avec ce type d'objet. Ça, c'est des objets qu'on va plutôt utiliser en sensibilisation. On va partir du déchet et en faire des objets pour montrer, notamment aux enfants, mais pas que c'est possible de recycler à partir de nos machines. Cet objet représentant un trophée a par exemple été réalisé à partir de boîtiers CD. L'entreprise, elle, s'est spécialisée dans la réalisation de machines low-tech, c'est-à-dire des machines simples, robustes et sans technologie, toujours au service du recyclage plastique. Moi, je suis ingénieur mécanique de métier et j'avais du mal à concevoir qu'on ne puisse pas gérer la fin de vie de nos produits. Et donc, j'ai voulu aller un peu me renseigner sur la gestion des déchets au niveau européen. Donc, je suis parti pendant 1 an faire un tour d'Europe sur cette thématique-là et essayer de voir s'il y avait des solutions sur le recyclage, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai manque là-dessus. Et donc, l'idée, c'était de trouver des solutions pour ça, quoi. Et des solutions, ils en ont ici, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Le déchet plastique, c'est un fléau. Alors, il y a des broyeurs de plastique pour réduire le déchet en broyat. On a des extrudeuses qui vont permettre notamment de faire des barres qui vont ensuite être utilisées dans du mobilier urbain, par exemple des jardinières, des bancs, et puis plein d'autres choses différentes. Et puis on a également des presses à plaques qui vont permettre de faire des plaques plastiques, plaques qui se travaillent ensuite comme du bois, c'est-à-dire qu'on peut usiner, on peut percer, etc. comme du bois. Et donc ces plaques elles vont servir à faire des plateaux, du mobilier en tout genre, des étagères, des bancs, des tables, etc. Avec le recyclage du plastique, vous l'avez vu, et vous pouvez aussi les aider. Les recycleurs fous veulent, à leur manière, protéger la planète. Les Atlantes au Sable d'Olonne, mais aussi les Flâneries, le Manège ou encore le complexe Arago à La Roche-sur-Yon, tous ces bâtiments font partie des nombreuses réalisations de l'architecte Guy Durand. Cette figure incontournable de l'architecture en Vendée et dans le Grand Ouest vient de publier un ouvrage intitulé « D'architecture en architecture, mémoire d'un architecte vendéen » aux éditions du Centre vendéen de recherches historiques. Il revient en détail sur les projets auxquels il a contribué, que ce soit des aménagements urbains, des habitats collectifs et individuels ou des équipements publics. Je pense que le Vendéen est très soucieux du patrimoine, mais je pense qu'il n'a pas encore fait le pas sur le patrimoine des 10 dernières décennies. C'est toujours un peu le patrimoine du 19e, du 18e, etc. C'est net. Notre période, c'est un peu les zones, les bars et les tours, comme on disait, et puis avec ce que c'est devenu actuellement, souvent des lieux de non-droit, donc l'image est mauvaise. Et donc le but, c'est un peu de dire, oui, mais il y avait des images intéressantes. C'est toujours une richesse d'avoir les témoignages de personnes qui ont connu les événements eux-mêmes. On est habitué ici au Centre vendéen de recherche historique à publier plutôt des travaux d'historiens qui ont travaillé à partir d'archives, à partir de documents qu'ils ont pu exhumer. Ici, c'est vraiment le témoignage premier, direct, d'un acteur, en plus un acteur majeur de l'histoire de l'architecture en Vendée, et en particulier à La Roche-sur-Yon à la fin du XXe siècle. En plus avec les souvenirs aussi qu'il a de son propre père, Jean-Baptiste Durand, et puis la suite ensuite avec son fils. Donc c'est vraiment ce qui fait la richesse de ce témoignage. La saison touristique est officiellement lancée dans le Marais Poitevin. Pour marquer symboliquement ce lancement, les prestataires se sont réunis sur l'embarcadère de la Venise Verte au Mazo pour une mise à l'eau des barques. Propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes, guides à vélo ou encore organisateurs de séjours se préparent à accueillir les visiteurs. On en recense près d'1 million chaque année. Le parc naturel régional, également grand site de France, a la volonté de développer un tourisme responsable avec un accueil personnalisé. Comme on le fait depuis des années, c'est-à-dire en développant les produits, donc en ayant une diversification importante de produits, de lieux,
pour les accueillir dans les meilleures conditions et éviter la problématique du surtourisme dont on parle souvent. Et donc là, le fait d'avoir un maillage d'acteurs dans l'ensemble du Marais, qui est quand même un grand marais, hein, puisque 110 000 hectares de zones humides, ça nous permet d'avoir une vingtaine d'embarcadères, donc pas un seul qui concentre tout, d'avoir donc une variété d'opérateurs et avec plus de 800 km de pistes cyclables, etc. On a vraiment les conditions idéales pour accueillir sans surcharge les touristes dans les conditions les meilleures. Musique à présent, le festival acoustique débute ce jeudi soir à la salle de Lidonnière au Poiré-sur-Vie avec un concert exceptionnel d'Arthur Théboul, le chanteur du groupe Feu Chatterton, accompagné de Baptiste Trottignon. Jusqu'à dimanche, on retrouvera sur scène Electro Deluxe, Irma, Kezia Jones ou encore Olivia Ruiz. 12 000 spectateurs sont attendus. Chaque jour, 150 bénévoles sont mobilisés pour l'organisation et la bonne tenue de ce festival qui fête cette année ses 15 ans et qui propose une soirée supplémentaire par rapport à son format habituel. Pourquoi avoir un 4e jour ? On voulait marquer le coup pour les 15 ans, d'avoir une soirée complémentaire. Et puis c'est vrai qu'on voulait vraiment faire cette soirée avec Arthur Théboul. Et c'était l'occasion finalement de marquer le coup pour cette 15e. Alors en amont, c'est 3-4 jours de préparation. Par contre, le démontage, c'est le dimanche soir et le lundi. Le lundi soir, tout doit être terminé. Donc on est beaucoup plus rapide, on va dire, à démonter qu'à monter. On prend plus de temps à monter, mais par contre, le démontage, il faut que ça soit très très rapide pour que la salle soit libérée. C'est la fin de ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne à partir de 7 h dans la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.